Il paraît que, là c'est pour vous mettre un peu à l'aise, parce qu'il paraît qu'on nous appelle la cour des grands, il paraît que les Batetela sont très solidaires entre eux, c'est extraordinaire. Bon, les Batetela sont des unitaristes de manière globale, et donc les Batetela considèrent que si Dieu a voulu qu'ils soient au centre, il leur avait donné une mission, c'est de rassembler. Et donc, nous devons être solidaires avec tous les Congolais. C'est très clair. La première question, c'est généralement notre ami Oscar Mbalkaïj qui la pose, parce que nous sommes dans ces lieux. C'est lui le directeur de l'information de la télévision nationale. Ensuite, je donnerai la parole à mon ami William Kalengai, qui est patron de Géopolis. Mbalkaïj. Merci, honorable Lutundula. Bienvenue sur ce plateau. J'ai une petite question à vous poser par rapport justement à l'actualité. L'actualité au pays, c'est les séjours à Goma de Joseph Kabila Kabange, les sénateurs à vie et ancien président de la République. Vous êtes sénateur. Le Sénat a levé les immunités, a enlevé les immunités de Joseph Kabila dernièrement. Et au lendemain, Joseph Kabila a prononcé un discours. 24 heures après, il se retrouve à Goma. Aussitôt arrivé à Goma, il a visité les centres de formation des militaires de Rumangabo. Il a commencé des consultations. Une opinion estime que les séjours de Kabila à Goma, c'est pour laver Kagame. Votre réaction? Bon, peut-être qu'on va voir comment on va procéder. On aura un mot à dire sur l'ensemble du discours. Mais ce que je peux dire à ce stade, par rapport à votre question, je ne sais pas qui a conseillé ça, mais à sa place, je ne l'aurais pas fait. Parce que, d'abord, il ne faut pas oublier que le président d'Israël a un devoir, une obligation de réserve. Ensuite, je l'ai suivi. J'ai suivi le président, je l'appelle toujours président. C'est un peu comme l'enseignant, on appelle toujours maître. Oui. L'ancien président, quand j'ai suivi son intervention, j'ai retenu un peu ce qui suit, brièvement. Il a fait une communication. Le réquisitoire contre le régime actuel. Et de ce réquisitoire, il conclut que voilà, militaire, il a prêté serment pour servir le pays. J'essaie de traduire, je ne fais pas du mot à mot, jusqu'au sacrifice suprême. En fait, qu'il y reprend. Hein, il reprend du service. Du service en disant, maintenant, il va se battre, pour ne pas dire, il va combattre contre la dictature. Et il termine en lançant un appel aux hommes en uniforme, aux militaires, à la population, pour en fait se soulever contre ce qu'il appelle le régime des dictatures. Ok? Grosso modo, c'est cela. Si vous autorisez, je prends un peu, pour qu'on se comprenne, l'aspect réquisitoire. Ce n'est pas lui seul qui l'a fait. Mais lui, je crois qu'il faut un peu plus de modestie. Parce que le président Kabila a régné pendant 18 ans, hein, à moins que je me trompe. Et à l'issue de ce règne-là, ça correspond à peu près, si c'était aux États-Unis, à 4 mandats. Oui, 4 mandats. Chez nous ici, c'est 3 mandats et demi. Mais qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé 7 héritages toxiques, comme je les appelle. 7 héritages toxiques, si vous autorisez. Premier héritage, l'armée. Une armée composée d'hommes et de femmes courageux, patriotes, mais une armée démoralisée. Une armée désarticulée, une armée démotivée et une armée désarmée. Combien ont-ils été formés, les militaires? Qu'est-ce que
Tshisekedi a trouvé comme matériel de guerre, armes, munitions et tout. Et surtout, parfois, je me pose la question, comment s'est-il fait que le président Kabila règne dans ce pays pendant 18 ans et il a laissé l'armée être neutralisée par un embargo décrété par le Conseil de sécurité. J'ai eu à expliquer ça, un embargo qui portait non seulement sur l'approvisionnement en armes, mais sur la formation. La formation. Et pendant ces temps, ceux qui ont décidé l'embargo laissaient M. Kagame acheter les armes qu'il veut. Partout, il y a eu même des chefs d'État. Rappelez-vous, je ne vais pas citer le chef d'État d'un pays. Il était, je crois, l'année passée, il y a 2 ans, au grand maximum, à Kigali, et il a dit que voilà, son pays lui-même, ils vont donner des armes, ils vont doter l'armée rwandaise de dernières technologies, de technologies de pointe en matière militaire. Ce pays-là distribuait les armes aux groupes armés qui combattaient contre notre pays, ils continuaient à combattre sans contrôle. Et il a envahi notre pays sans condamnation et encore moins de sanctions. Et tout ça, le régime précédent s'est tu. Il a laissé les choses aller de cette manière-là. C'est pour ça que je dis une armée démotivée, désarmée. Voilà un héritage très préjudiciable qu'il fallait et qu'il faut gérer. Bon, je vous épargne, vous connaissez, parce que oui, parce que la question consistait à vous demander en bref. J'en viens, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Un deuxième héritage toxique, les groupes armés, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Est-ce que les groupes armés sont nés sous le règne de Tshisekedi? Ils sont là depuis longtemps, depuis lui. Et s'ils continuent, parce qu'on est dans l'actualité, avec l'M23, c'est parce qu'on n'a pas solutionné la question de groupes armés. C'est très clair. Si vous êtes malade et que la maladie est récurrente, ça signifie que soit on a mal diagnostiqué, soit qu'on n'a pas soigné comme il faut. Mais il paraît que les groupes armés, c'est pas pour vous interrompre, ont été multipliés pendant le régime actuel. Hein. Il y en avait quelques-uns, même maintenant nous en sommes au niveau de 100. Ah, je peux me tromper. Je ne crois pas. J'ai eu quand même l'avantage d'être tout le temps au Parlement. Non, je ne crois pas. Presque tous les groupes armés actuels existaient à l'époque. Un autre héritage, et c'est très important, les réfugiés congolais au Rwanda. Très important parce que vous savez qu'entre autres raisons que le président Kagame utilise pour justifier sa présence, c'est le fait que d'après lui, il y a au moins 100 000, disons-le, moi je n'ai pas la langue de bois, Tutsis congolais qu'on a refoulés et qui se trouvent là-bas. Mais comment se fait-il que pendant 18 ans, l'ancien président Joseph Kabila n'a pas pu résoudre ce problème-là? Parce qu'il sert d'alibi. Ça, c'est un problème. Un autre héritage, l'isolement diplomatique. Je n'ai pas de démonstration particulière à faire. Totalement isolé, même avec les institutions financières. Et on est allé vite, avec le président Tshisekedi. On est revenu sur la scène internationale. Moi, quand j'arrive, par exemple, à l'Union africaine, tenez bien, l'organe central en matière de paix et sécurité, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, nous n'étions pas membres. Et ça tenait à un petit rien. Aller déposer les instruments des ratifications. Un petit rien là. Prendre son avion, les déposer. On les a déposés, on est membre et on a même présidé les conseils paix et sécurité il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, nous avançons. Nous avons été admis au Conseil aux droits de l'homme des Nations Unies. L'affaire de New York, Conseil de sécurité membre non permanent, ça va aller vite parce que les étapes essentielles au niveau de l'Union africaine avaient déjà été déblayées et merci au président Ndayishimiye qui a facilité la tâche. Donc vous voyez, et on peut continuer sur l'isolement diplomatique. Laissez-moi aborder aussi un héritage toxique, la décentralisation. La décentralisation a été sabotée, dévoyée par
l'éclatement précipité des provinces. Rappelez-vous, à l'époque, moi j'avais interpellé l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur. Nous étions déjà dans G7. J'avais interpellé, carte sur table, pour passer de 11 provinces à 26 et multiplier les institutions, les personnes. Il dit, mais comment on allait affronter ces problèmes? Conséquence aujourd'hui, vous avez 26 provinces. Les provinces les plus pauvres, le Sankuru, la Lomami, je crois Chuapa, je crois aussi Mongala, il y en a à peu près 6 ou 7. C'est la déstabilisation. On ne travaille pas. Les gouverneurs, on les bouge à tout moment. Les éléments toxiques peuvent peut-être constituer... Vous pouvez y répondre au départ des questions qui vont vous être posées. Je vais aller dans la question, tout droit. Tout droit. Je vais aller dans la question. Oui. Et puis, il y a eu la démocratie. Que si vous faites un discours, non, je ne fais pas un exposé académique. Et il y a tous les scandales financiers, on va y revenir. Ce que je voulais vous dire, pour arriver à cette question, c'est qu'en fait, tout ce qui a été fait a concouru à affaiblir l'État congolais. À faire en sorte à ce que notre pays soit à la merci de vos tours. Parce qu'un pays sans État, un pays affaibli, et cet État-là est resté à la merci de tous les appétits. Alors maintenant, parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de solution aux fondamentaux, Kagame vient avec son armée, il entre dans notre pays, ça ne se discute pas, parce que les évidences sont là. Le président n'a jamais parlé de ça. Le président Kabila, je veux dire, jusqu'à son dernier discours. Et puis, paf, le président est à Goma, via le Rwanda. Et il vous dit, j'ai eu de contacts, j'ai consulté les chefs d'État, certains chefs d'État en fonction, et anciens chefs d'État. Bon, maintenant, il arrive là-bas. C'est pour quoi faire? En fait, ne faisons pas l'hypocrisie. Notre thèse à nous, c'est de dire, c'est l'agression qui prime. Le problème ne manque pas entre nous. Mais le fait que le président Kagame soit là, avec son armée, tuant nos compatriotes, pillant nos richesses, c'est un cancer qu'il faut extirper du corps de la République le plus rapidement possible. Mais il va là-bas et il commence à rassembler les gens autour de lui. En fait, vous avez trouvé les mots. C'est pour légitimer la rébellion, pour légitimer la présence de l'armée rwandaise au Congo, c'est pour donner un visage congolais à la crise. Et du coup, on est dans la présentation du président Kagame. C'est-à-dire qu'il est entré en tout cas de les déculpabiliser, de les blanchir pour que, par rapport aux initiatives internationales, la vision change. C'est ça. Et enfin, ce qu'il fait, je n'aurais pas souhaité qu'il fasse ça. À sa place, j'aurais pu lui dire, la première chose à faire, c'est de rencontrer le président Tshisekedi. Il a reçu l'ancien président du Nigeria, là, Obasanjo. Moi, je pensais que Joseph Kabila allait lui dire, d'accord, mais je vais rencontrer d'abord le président Tshisekedi pour qu'il se parle. Mais il passe là-bas. Il est maintenant chef de la rébellion. Tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de montrer à la population du Nord Kivu que non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, comprenez, tout ça. Et bon, maintenant, le problème, c'est Tshisekedi. On ne combat pas pour un pouvoir. Ne nous trompons pas de cible ni de combat chez le compatriote. Nous n'avons pas livré une guerre pour être indépendants. Je ne sais pas si je mens. Nous avons négocié l'indépendance. Maintenant, là, c'est la guerre pour consolider notre indépendance, pour faire en sorte que la République démocratique du Congo, cet espace de 2 245 000 km², soit un État indépendant, souverain, dont l'intégrité territoriale est respectée par tout le monde. Sans cela,
nous aurons vendu notre identité et notre pays. Voilà. Merci. Voilà. Merci, honorable Tundoula. Nous restons toujours sur cet aspect de Joseph Kabila à Goma, mais les Sénats entrent en jeu peut-être pour compliquer les choses, parce que si nous sommes dans une logique de rapprochement des points de vue et des sorties de crise, les Sénats lèvent les immunités et créent un problème théorique chez les juristes et chez les penseurs. Est-ce que les Sénats avaient le pouvoir de lever les immunités d'un ancien président consacré dans une loi sur les statuts du chef d'État? En réalité, on pense même que c'est M. Lutundoula qui était au cœur de la manœuvre. Alors, pour l'histoire, on devrait quand même savoir si, quelle procédure juridique, comment le Sénat s'est donné le pouvoir d'élever ses immunités. Bon, je crois qu'il faut d'abord corriger. Ce n'est pas une affaire de M. Lutundoula. Je suis sénateur. Il était président. Je suis sénateur. La commission, c'était vous. S'il vous plaît. Oui. Je suis sénateur. Je suis ce que je suis. On a formé une commission spéciale. Mon regroupement politiquement désigné. J'avais le choix de ne pas être sénateur ou continuer à être sénateur avec ce que je suis. J'arrive en commission. Les collègues estiment que ma modeste personne peut présider la commission. Je ne peux pas démissionner devant mes responsables. Je ne le ferai pas. Et nous avons travaillé calmement. Maintenant, votre question. Il y a un côté pédagogique très fort. La première chose, il faut démystifier la question des humilités. Il faut dédramatiser. Moi, je n'ai jamais compris ce qui se passe chez nous. Ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres pays, le ministre, le député, le sénateur concerné, il va lui-même chez le magistrat. Donc, il faut dédramatiser et démystifier cette affaire d'immunité. Tu m'as posé des questions techniques. Voilà. Première chose, les immunités ne sont pas créées dans l'intérêt du député ou du sénateur. Les immunités ont été instituées dans l'intérêt du mandat que vous exercez et de l'institution. Je vais dire ceci. Parce que vous êtes député, vous êtes sénateur, vous avez par exemple le pouvoir de contrôle parlementaire. Il ne faut pas qu'en initiant une commission d'enquête ou en posant une question orale avec débat à un gestionnaire public ou lors du débat, vous disiez un mot, voilà, on a détourné tout ça, qu'on vous poursuive, qu'on vous accuse, par exemple, de diffamation et tout. C'est cela. Et il ne faut pas non plus que, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez posé un acte, dit bon, celui-là, il faut quand même aller le faire dormir quelque part dans un amigo ou en détention préventive pour que lors de débat tel, il ne soit pas là-bas. C'est pourquoi les immunités existent. Et quand vous lisez l'article 107, je parle des immunités parlementaires. 107, c'est très clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Je ne vous ai pas la lecture, j'ai la Constitution. Vous avez la notion d'irresponsabilité pénale, la notion d'inviolabilité. Dans l'exercice de votre mandat, irresponsabilité, ce que vous faites pénalement, on ne peut pas vous poursuivre. Dans l'exercice de votre fonction, ce que vous faites, on ne peut pas vous ramasser comme un cuit-dame dans la rue. Vous comprenez? Et l'article 107, alinéa 1er, est très clair. Irresponsabilité, inviolabilité. Et l'alinéa qui suit, si il appert qu'un parlementaire est impliqué dans une affaire infractionnelle ou soupçonnée, pour qu'on puisse l'appeler pour l'entendre, pour qu'on le défère devant la juridiction compétente, il faut passer par le Sénat ou l'Assemblée nationale, selon qu'on est sénateur ou député. Ça, c'est la loi de la République. Très bien. La loi des lois, la Constitution. Alors, maintenant, le cas présent. La Constitution dit à l'article 104, je crois à l'alinéa 4 ou 5 ou 7, que les anciens présidents sont de droit sénateur à vie. Vous lisez notre règlement intérieur, ne vous en faites pas, ils ont quelques obligations.
Sauf que... Sénateur à vie, immunité à vie. Non, non, je vais vous expliquer la notion d'immunité. Il faut faire... L'immunité ne fait pas de nous des Congolais au-dessus des lois de la République ou en dehors des lois de la République. Il faut qu'on se comprenne. Tout à fait. Et nous tous, députés et sénateurs, il faut qu'on le sache. Qu'on ne pense pas, je suis député, je peux faire n'importe quoi. Non, 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 c'est pas ça. Alors revenons à cette partie pour qu'on se comprenne bien. Ça veut dire ceci. Et je sais parce que je suis co-rédacteur de la Constitution en tant que député à l'époque. Parce que les gens oublient souvent que la version qui a été soumise au référendum est venue de l'Assemblée nationale. J'ai même fait partie de petit comité de rédaction qui a donné la dernière version présidée par Toussaint et Combé. Le problème était le suivant. Bon, un ancien chef d'État, on ne le laisse pas comme ça circuler dans les rues ou quoi. On a dit non. On lui donne le statut de sénateur à vie. Et comme sénateur, il a droit aux indemnités parlementaires. Pour le président Kabila, c'est toujours touché. Il est payé comme sénateur. Ce que son épouse a récusé. Enfin, non, non, ce sont des questions. Il faut un peu. Non, c'est faux. On peut vérifier à la questure. Hein, la questure. Et il est dit dans le règlement intérieur qu'il est dispensé, par exemple, de l'obligation d'être en plénière. Mais il est membre de toutes les commissions. C'est-à-dire, il peut venir à n'importe quel moment aller à une commission. Et il est dit dans le règlement, je l'ai ici, qu'il doit sauvegarder l'honneur, la dignité de l'institution et respecter les lois de la République. Voilà. Donc, je vous dis par là que l'ancien président, les anciens présidents ont un statut. Mais ce statut est prévu dans la Constitution. D'accord. Vous comprenez? Alors, maintenant, parce que vous avez posé la question maintenant de la compétence du Sénat. L'avocat général, l'auditeur général, oui, le procureur général du côté de la justice militaire, qui nous a saisis, c'est bien dit, il nous a saisis par rapport à la qualité de sénateur à vie de Joseph Kabila. C'est pour ça qu'on parle des immunités parlementaires.